Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de parenthèse. La condition Peul, hier et aujourd'hui, étude comparative de communautés, Guinée et Tchad. C'est le titre de l'ouvrage que nous avons le plaisir aujourd'hui, bien entendu, de vous faire découvrir avec sur le plateau l'auteur Yacine Kervela Yansani. Yacine Kervela Mansaré est docteur en anthropologie, qualifié sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence, chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique et au laboratoire d'études et de recherche en sociologie, Université de Bretagne occidentale. Chargé de cours à l'Université de Bretagne occidentale, ses axes de recherche portent sur les inégalités sociales, la ritualité du veuvage féminin, les rites funéraires, les sacrifices d'animaux, l'excision en Afrique et l'immigration. Bonjour Yacine. Bonjour, Monsieur Koné. C'est un immense plaisir, je le disais tantôt, de vous recevoir sur le plateau des parenthèses avec votre tout nouveau livre, ce nouvel ouvrage. Donc je rappelle le titre, je cite, « La condition Peul, hier et aujourd'hui, étude comparative de communautés au pluriel, Guinée et Tchad ». Voilà, donc je me permettais de répéter encore le titre de votre ouvrage, qui est une étude très fouillée, on peut le dire tout de suite, que vous avez publié chez L'Harmattan, comme vos précédents ouvrages. Donc on rappelle aussi pour les téléspectateurs que Yacine, nous l'avons déjà reçu sur ce plateau. Évidemment, avant donc la condition Peul d'hier et aujourd'hui, vous avez publié Pour la coup. Et puis ensuite, vous avez publié Veuvage féminin chez les Peuls et Sacrifice d'animaux chez les Peuls, bien entendu. Et puis là, maintenant, vous continuez à approfondir ce terrain qui est autour des Peuls. Et là, on est honoré de votre présence sur le plateau. Bienvenue à Parenthèse. Merci de m'avoir invité pour une deuxième fois. C'est toujours un plaisir de revenir en Guinée et de faire partager mes recherches à mes compatriotes guinéens. Bien, la condition Peul, hier et aujourd'hui, mesdames et messieurs, donc c'est notre ouvrage de ce numéro. Avant de commencer, vous êtes anthropologue. Peut-être pour nous aider, moi en premier, avec nos téléspectateurs, avant d'y aller, dites-nous un tout petit peu, c'est quoi l'anthropologie? Le travail de l'anthropologue consiste à faire quoi? Ça va nous permettre d'ouvrir votre ouvrage, anthropologie, et puis évidemment, on va demander la différence, que vous nous leviez un peu la nuance qu'il peut y avoir entre anthropologie et ethnologie. Alors, déjà, anthropologie, c'est l'étude de l'homme. En fait, on cherche un peu à comprendre le mode de vie des différentes communautés. Et donc, on fait ce qu'on appelle de l'ethnographie. On peut se rendre sur un terrain, aller vivre avec une communauté et essayer de comprendre le mode de vie de cette communauté. Et on fait des entretiens avec ces personnes-là et on transcrit, après les entretiens, quand on aura recueilli ce qu'on appelle dans notre jargon des matériaux. Et donc, grâce à ces matériaux, une fois arrivé, on essaye d'analyser et de conceptualiser à partir de ça. Donc, c'est ça l'anthropologie. Alors, l'anthropologie et l'ethnologie, c'est la même chose. Seulement, en fait, dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt anthropologie, mais en fait, c'est la même définition. On devient anthropologue une fois qu'on quitte son terrain, parce qu'on est d'abord ethnographe, et après, on rentre avec ces matériaux. C'est la phase de transcription, c'est dans cette phase-là qu'on devient anthropologue, puisqu'on rentre avec les matériaux. Donc, il y a ethnographe et puis anthropologue, et ethnologue, c'est la même chose. Ethnologue et anthropologue. Merci. Alors, on va continuer. La condition Peul, hier et aujourd'hui, étude comparative de communautés, Guinée et Tchad. Donc justement, si on s'en tient au titre, là, et tout de suite, il s'agit d'une étude qui compare
les deux communautés. Il s'agit toujours, enfin, deux communautés, entre guillemets, je veux dire, parce qu'il s'agit toujours des Peuls, mais des Peuls de Guinée. Donc là, il s'agit des Peuls qui sont sur le plateau du Fouta Djallon. Là, en lisant tout de suite l'introduction de votre ouvrage, vous ouvrez tout, hein, tout de suite. Et puis, les Peuls du Tchad, en sachant que les Peuls du Fouta Djallon sont les Peuls sédentarisés et ceux donc, que vous observez au Tchad sont donc des Peuls soit semi-sédentarisés ou semi-nomades ou nomades. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis après, le travail, et ça c'est ce qu'on découvre toujours en introduction, et c'est pour montrer aussi la différence, ce qu'ils ont en commun, plutôt, je vais dire comme ça, ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont de différent au travers, donc, au regard de votre étude. Alors, et toujours dans cette introduction, parlant de l'intérêt de ce travail, les enquêtes ethnologiques sur les Peuls, donc les Fulbert, sont nombreuses, mais très disparates. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce que je voulais dire par là, c'est tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'études, mais qui n'ont pas été approfondies, en fait, sur la population. Comme vous voulez de bien le préciser, hein, c'est une étude comparative. Moi, je voulais, en fait, me démarquer par rapport à ça, puisque les Peuls du Fouta Djallon se sont sédentarisés depuis plusieurs siècles. Je trouvais que c'était pertinent d'aller voir les nomades, de voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient sauvegardé, entre autres, de leur pratique ancestrale Peul, et qu'est-ce qu'ils ont de différent, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et donc, en fait, dans les autres études qui ont été publiées, il n'y a pas ces aspects-là des choses. Il y a des belles études qui ont été effectuées sur la population Peul, mais c'est vrai que moi, j'ai voulu pousser un peu plus, en fait, ces études en prenant comme axe la comparaison, en fait, des deux Peuls, en fait, des deux pays, en fait, où l'un, ce sont des Peuls sédentaires, musulmans, et l'autre, ce sont des Peuls nomades qui ne sont pas musulmans pour certains parmi eux. Donc déjà, cet aspect-là permet d'avoir beaucoup de différences selon qu'on soit l'un ou l'autre. Complètement, et surtout que l'aspect nomadisme, si je peux me permettre de le dire, est très, enfin, d'une manière générale dans l'imaginaire collectif, est très associé même on va dire, je n'ose plus utiliser le mot ethnie Peul, parce qu'on voit bien dans votre ouvrage que vous l'utilisez avec beaucoup de précautions pour des raisons évidemment que nous allons aborder avec vous aussi. Alors, donc, il y a une question principale que vous posez aussi, vous dites, en quoi la dispersion provoque-t-elle des changements importants dans le groupe, hein, ou n'empêche-t-elle pas le maintien d'un fond identitaire commun? Et vous posez cette interrogation comme étant vraiment la vraie question, enfin l'une des questions essentielles de votre travail. Et puis vous évoquez aussi, toujours en introduction, l'objet de cette étude. On en a parlé un tout petit peu. Vous avez aussi dit plus concrètement quel est l'objet pour nous permettre de comprendre de l'étude fondamentalement. Oui, en fait, je voulais vraiment mettre en relief les différences selon qu'on soit sédentaire ou nomade, parce qu'en fait j'avais déjà entamé des recherches que sur les sédentaires de Guinée ici, dans le Fouta Djallon, et donc je voulais voir un peu selon qu'on soit, chez les nomades, qu'est-ce qu'ils ont de différences. Et ça a été très intéressant dans l'étude, puisque j'ai compris sur le terrain tchadien par exemple qu'il y avait des conflits entre les sédentaires, semi-sédentaires et les nomades Wadabe par exemple, parce qu'ils sont différents. Ce sont des Peuls, mais à l'intérieur du groupe, il y a énormément de différences de mode de vie par exemple. Certains d'ailleurs sédentaires du Tchad et semi-sédentaires considèrent les Wadabe comme les non-Peuls. Ce n'est pas des vrais Peuls, entre guillemets, ce n'est pas des Peuls purs, entre guillemets. Les sédentaires se considèrent comme étant eux les vrais Peuls. Oui.
Et les nomades renvoient la même chose aux sédentaires en disant que non, c'est nous les vrais Peuls, puisque nous, on est des pasteurs, on continue à faire le pastoralisme, à faire le transhumance. C'est nous les vrais Peuls, parce que les Peuls sont des pasteurs au départ. Donc voilà un peu, il s'envoie l'ascenseur. Oui, complètement. Et ça, c'est très intéressant. Alors, pour parler, on va avancer, mais là, comme pour toute étude, il faut des sources. Et vous parlez d'ailleurs de vos sources, hein, ce qui est normal, vous présentez les sources. Et donc, il y a principalement 3 sources. Hein. C'est les publications qui ont déjà été faites, dont vous évoquez mais vraiment régulièrement, c'est vraiment, ça fourmille. Et puis, il y a donc... les éléments d'information, donc les matériaux que vous avez pu recueillir avec l'enquête terrain, donc qui est quand même aussi très important dans le travail. Parle-nous-en un tout petit peu, parce qu'effectivement, en lisant l'ouvrage, alors on a pris des notes qu'on reviendra là-dessus, c'est vrai qu'il y a pas mal de citations, pas mal d'ouvrages, pas mal d'auteurs, donc d'anthropologues, auxquels vous faites référence pour permettre de donner une lecture hein, dans ce travail de comparaison que vous avez fait entre donc les Peuls du Fouta Djallon et ceux du Tchad. Oui, bien entendu, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ouvrage est une adaptation grand public de ma thèse doctorale. Et donc, quand j'étais sur le terrain, je ne pouvais pas en fait publier ce livre sans prendre en compte quand même les précurseurs hein, qui ont travaillé sur le monde Peul. Il y en a beaucoup. Donc, pour citer, bon, je cite beaucoup Amadou Hampâté Teba, mais oui. D'autres anthropologues aussi africanistes, hein, français notamment. Mais en fait, c'était important pour moi d'accompagner mes enquêtes ethnographiques oui. Par des publications qui ont été déjà effectuées pour, je crois, donner encore plus de poids hein, du livre, parce que j'étais encore j'étais doctorante, pardon, quand j'étais au Tchad, et donc cet ouvrage-là a pris beaucoup de temps avant de voir le jour, puisqu'après ma soutenance, j'ai dû réadapter, retravailler oui. le texte pour rendre plus cohérent et plus accessible à un grand public. Oui. Oui, alors ça c'est important. Là, on a parlé des publications déjà qui ont déjà été faites sur le Peul, et puis il y a quelque chose de très important qui n'a pas échappé, enfin évidemment, qui a retenu notre attention, c'est la prise en compte de vous, du fait d'abord en tant qu'ethnologue, enfin en tant qu'anthropologue, que vous soyez Peul. Et la population que vous étudiez, que vous observez, vous êtes un peu de cette même communauté. Et vous expliquez justement ça, et que d'abord, vous, les 19 premières années de votre vie, vous les avez passées chez les Peuls, donc chez vous, hein, à la base, à l'origine. Et donc, ce vécu-là, vous prenez ça bien en compte, parce qu'à la fois, il joue un double rôle, hein. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que Peul, ça fait que la distance est très proche, vous êtes très proche, mais en même temps, votre vécu à l'Occident et aussi celui qui va étudier l'autre avec grand A, je me permets de le dire, ça c'est en lisant. Et donc, en même temps, vous évoquez, parce que vous êtes consciente, on le lit, consciente du fait que quand on est de la communauté, entre guillemets, ça peut poser problème. Mais en même temps, le fait aussi d'être de la communauté fait qu'il n'y a pas trop de risques sur les traductions et si même la compréhension de ce qu'on vous transmet comme information, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, vous avez bien fait de souligner ça, parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment très compliqué hein, de travailler sur les Peuls. La décision, je l'ai prise après un premier terrain qui m'a séduit. En fait, ça a commencé d'abord par la maîtrise de la langue, comme vous l'avez souligné. En anthropologie, l'idéal serait, quand on va sur un terrain, de parler la langue de la population qu'on a choisi d'étudier,
Avant, les précurseurs comme Malinowski, par exemple, entre autres, avaient des interprètes. Mais le risque, c'est que l'interprète ne traduit pas tout, parce que tout doit être dit mot à mot. Et moi, c'est ce qui, en fait, ce qui m'a poussé dans un premier temps à étudier les Peuls, parce que, comme vous l'avez souligné, je suis moi-même Peul. J'ai reçu une éducation Peul. J'ai quitté la Guinée, Mamou, précisément à l'âge de 19 ans. Et donc, du coup, je me dis, peut-être revenir avec déjà la formation que j'ai reçue en France, puisque du baccalauréat jusqu'au doctorat, j'ai été formée en France, revenir avec cette distanciation, parce que le fait même de quitter la Guinée a permis de faire une coupure oui. Avec la France, et donc revenir, mais avec un regard d'universitaire, parce que quand j'étais à Mamou, j'étais dans ma famille, dans le quotidien, je voyais des pratiques, mais je n'avais pas le même regard que quand je suis revenue pour faire la recherche. Donc c'est ça en fait qui est à la fois important. Je suis une anthropologue du dedans et du dehors, et c'est très compliqué de faire l'anthropologie du proche, parce qu'il faut se montrer, il faut appliquer, disons, les outils méthodologiques de la même façon que si on étudiait une population qu'on ne connaissait pas. Oui. Et donc, c'est ça aussi qui me plaît, c'est ce défi que je me suis mis, donc étudier les miens, mais tout en ayant ce regard distancié, et surtout ne pas être dans l'affect, dans le militantisme. Moi, je ne suis pas militante du monde Peul, je suis fière d'être Peul et fière de revenir faire de la recherche. Mais si je rentre dans le militantisme, je rentre dans l'affect, et ça peut biaiser un peu ma posture d'anthropologue. Ça peut donc biaiser votre posture d'anthropologue. Il y a quelque chose de très intéressant, enfin, de notre point de vue également, toujours s'agissant des sources. Donc, on a parlé des publications qui ont déjà été faites sur le Peul. On a parlé donc du fait que vous êtes anthropologue du dedans, mais aussi anthropologue du dehors, parce que vous avez parlé de cette coupure, même si on peut se demander si cette coupure est suffisante pour faire de vous étrangère de la culture qui est la vôtre aussi. Enfin, je ne sais pas. Mais juste, ce que je veux dire aussi, c'est que l'autre élément qui nous a semblé intéressant là-dedans, c'est aussi les sources Internet. Donc les sites Internet notamment qui se spécialisent un tout petit peu, entre guillemets, dans la diffusion d'informations sur le monde Peul. Vous en parlez. Ça, c'est un élément que vous avez pris en compte, et effectivement, ça donne l'occasion, justement à votre travail, de montrer aussi ce qui est intéressant sur ces sources-là, les sites Internet, mais aussi ce qui peut être problématique en termes de, en termes de caution intellectuelle, etc. Oui, exactement. J'ai rédigé un article dessus qui s'intitule Les Peuls, un peuple en réseau. C'est parce qu'en fait, j'ai consulté beaucoup de sites Internet, comme vous l'avez dit, qui m'ont semblé un peu être dans cette recherche d'uniformisation oui. Du monde Peul. Et donc, en fait, par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que souvent, c'est des expatriés qui ne sont pas sur le terrain et qui cautionnent des pratiques liées au terrain ailleurs, en fait, oui. Et qui cherchent vraiment à uniformiser encore une fois la communauté Peul d'ailleurs. Oui. Et donc, il y a beaucoup de sites, d'associations qui font ça. Et du point de vue anthropologique, je trouvais que c'était intéressant de voir ça, d'en prendre compte aussi comme source aussi d'information, puisque c'est beaucoup de communautés du monde entier qui se réunissent pour ça. Vous abordez quelques généralités sur les Peuls, et bien entendu avec une approche historique d'abord, et puis ensuite vous parlez d'improbables modèles ethniques. Ça, c'est intéressant, et parce que justement, ça permet de, je veux dire,
pas des préjugés, mais là on rentre dans des, je veux dire, dans des réalités qui bottent un peu en touche des conceptions qu'on pouvait avoir à travers justement les informations que vous mettez en avant. Donc vous parlez, je dis, d'improbables modèles ethniques. Que vous vouliez vous dire en parlant de cela? Alors, c'est plusieurs aspects, puisque ça fait tout un chapitre. Oui. Déjà, les Peuls, première chose qu'on peut dire, sont fiers de leur aspect morphologique. Ça fait partie des identités. En Afrique, souvent on dit, quand les Africains rencontrent un Peul, on sait tout de suite à coup d'œil que c'est un Peul. Et je pense que les Peuls entretiennent en fait cela. Dans le premier temps, ils entretiennent parce qu'ils ont une spécificité, si j'ose dire, morphologique qui fait qu'on arrive à les reconnaître un peu partout. Il y a d'ailleurs eu des productions là-dessus, de la part d'anthropologues. Vous citez, j'oublie le nom, je me perds avec mes papiers, mais il y a pas mal justement de textes là-dessus. Il y a eu des productions sur justement cette identification morphologique des Peuls. Oui, il y a des études, il y a des anthropologues, enfin africanistes, qui ont beaucoup travaillé aussi sur les aspects physiques. Et aujourd'hui, par exemple, il y a même des documentaires, comme vous l'avez cité, sur cette fameuse danse que je cite aussi, que je décris, le guéréol, qui consiste à se mettre en avant en tant que Peul, à se faire beau, à mettre plein d'objets colorés. Donc ça aussi, c'est une façon d'entretenir la spécificité, encore une fois, qui appartient au Peul. Il y a tellement de choses à dire, mais on a dit à l'entame qu'il s'agissait d'une étude comparative. Donc les Peuls du plateau du Fouta Djallon et les Peuls nomades du Tchad. Pouvez-vous nous présenter un tout petit peu les deux groupes, les deux communautés que vous avez comparées? Oui, alors en Guinée, ici, c'est vraiment dans le Fouta Djallon, Timbo, Mamou, enfin un peu partout. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le socle, en fait, c'est le grand point de départ, c'était vraiment de voir, par rapport déjà, parce que je prends aussi l'expérience que j'ai vécue au sein de la communauté Peul sédentaire de Guinée. Et donc, en fait, il y avait plusieurs choses. Je voulais savoir différentes choses. C'est pour cela, dans le livre, j'aborde différentes thématiques, que ce soit mariage, le quotidien, rite. Et la famille, on va en la parler famille là, aussi. On voit bien dans votre étude que la famille il y a une approche, je veux dire, dimension multiple de la famille. C'est intéressant. La famille à un premier niveau, donc chez les Peuls, qui serait donc le père des familles et les enfants. Et puis à un deuxième niveau, c'est plutôt une famille un peu plus élargie avec plusieurs, un chef de famille bien entendu, qui serait avec des frères qui sont aussi mariés à un certain niveau, et puis la grande famille, entre guillemets, qui serait donc voilà, une communauté plus grande, avec plusieurs là-dedans. Moi, j'avais envie aussi de vous entendre là-dessus, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous signalez, justement, donc, dans l'ouvrage, que cela, on peut bien... c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien chez des Peuls sédentaires, mais aussi, par contre, il y a des petits changements qui vont intervenir quand il s'agit des Peuls nomades. Exactement. Alors déjà, donc je disais ici, vous avez abordé la question de la famille, donc je voulais aussi parler un peu de la parenté. Oui. Le système de parenté des Peuls. Et c'est vrai que la famille est très élargie, et puis il y a aussi cette façon, par exemple, le mariage, qui est célébré différemment chez les sédentaires que chez les nomades. Et il y a aussi d'autres pratiques comme le lévira, en fait. Oui. Le lévira, ça consiste à épouser le petit frère de son défunt mari. Et donc, je me suis dit,
j'ai pris tous ces petits points-là, je me suis dit, chez les nomades, est-ce que ça se fait pareil? Et chez les nomades, par exemple, j'ai pas rencontré en fait ce système de lévira, par exemple. Vous voyez, c'est des détails qui peuvent sembler bêtes, mais c'est ça en fait que je trouve intéressant aussi à souligner. Pareil, le mariage, comment c'est célébré ici, c'est pas la même chose que chez les nomades, les Wodabé par exemple. Et ici, c'est tout un processus pour qu'un mariage se concrétise. Il y a différentes étapes, tandis que chez les Wodabé, c'est vraiment une union libre, entre guillemets, si j'ose dire, dans la mesure où il n'y a pas, par exemple, toute la première demande où on va voir la famille de la mariée, où on négocie la dot, par exemple. Chez eux, c'est lors d'une danse, cette fameuse guéréole. Les bergers se font beaux, et devant, il y a des jeunes filles célibataires. J'ai même mis des photos. Complètement. C'est très fourni d'ailleurs aussi en illustration, on l'a pas dit. Mais évidemment, les communautés qui sont étudiées, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on voit bien des cartes qui montrent, par exemple, pour ce que je ne savais pas du tout, aucune idée de communautés Peul au Tchad, où on les trouve, etc. Des cartes qui situent très très bien. Voilà, je voulais dire ça de passage, oui. Vous parlez dans l'ouvrage, je vous cite, de réflexes culturel chez les Peuls. Oui, alors je pense que ce réflexe, le Pulaku, le code d'honneur des Peuls, en fait, Poul, P-U-L, qui veut dire Peul au singulier, Aku, c'est-à-dire les normes et codes, leur habitus, leur représentation, leur mode de vie, si on ose dire. C'est quelque chose qu'on retrouve des deux pays. Dans les deux pays auxquels j'ai effectué des longues mois, plusieurs années ici, et puis un an au Tchad. Et donc, du coup, ça, on les retrouve, sauf que ici, on ne parle, le Pulaku, sauf dans les villages éloignés, ils ne parlent pas comme ça du Pulaku, tandis qu'au Tchad, les Peuls de là-bas ont conceptualisé en fait ce fameux Pulaku. Et moi, c'est au marché que j'ai entendu ce terme. Moi-même, je ne connaissais pas le Pulaku, alors que j'ai reçu une éducation Peul, où dans tous les Pulaku, je l'ai aussi reçu, mais on n'avait pas ce terme-là. D'accord. Ouais. Donc ça, on peut prendre ça comme point commun entre les deux. D'ailleurs, vous citez, j'ai noté ça, vous citez Louis Toxier, donc qui propose de différencier justement chez le Peul, parlant de famille chez le Peul. Toxier propose bien de différencier, de faire la différence entre ces trois dimensions de famille. Et puis, alors, ça c'est extraordinaire, on l'a trouvé en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, la condition Peul hier et aujourd'hui, étude comparative de communautés, Guinée et Tchad. Donc de Yacine Kervela Yansane sur notre plateau aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour en parler. Alors, je cite, j'ai pris cette citation, effectivement. La vache intervient, dites-vous, la vache intervient comme l'identité biologique autour de laquelle sont distribués les rôles sociaux, eux-mêmes étant déterminés par le statut biologique des individus. Dites-vous, fin des citations. Oui, là encore, c'est vraiment le socle de toutes mes recherches. La vache est au centre de tout. Tout à fait. Donc, pour faire un petit résumé, quel que soit le lieu où on se trouve, même chez les sédentaires qui n'ont plus d'élevage de bétail. Quand ils se disent bonjour, c'est incroyable. Il dit on jarama donc bonjour, la famille et le troupeau, le bétail se portent bien. Même aux étrangers, ils le disent. Donc la vache est le centre c'est vraiment l'identité du Peul. On ne peut rien faire sans la vache. Toutes les ritualités sont faites en utilisant cette fameuse vache-là qui fait partie de l'identité du Peul, quel que soit le lieu. Cela est d'autant plus présent que je veux me permettre d'avancer un peu par rapport à ça. C'est-à-dire que quand il y a un sacrifice où on tue une vache ou voilà, un taureau, c'est ce que vous dites et c'est étayé dans l'ouvrage. C'est tellement important que même, je vais dire, le partage de la viande au sein de la famille ou
de la grande famille ou la famille moyenne, ça reflète toujours le corps social. Je veux dire, la cuisse va aller à telle ou telle personne pour telle ou telle raison. On va donner le cœur aux hommes, par exemple, disons-le. Je ne retiens pas tout, mais tout est, je veux dire, tout est organisé avec précision. On sait exactement quelle partie de l'animal va être donnée à telle personne pour telle ou telle raison. Je veux dire, vous parlez même à ce niveau-là de micro-société en lien avec l'animal. Exactement, il y a une hiérarchisation qui se fait lors d'un sacrifice. Par exemple, les différents morceaux de la vache qui a été sacrifiée, chaque morceau doit correspondre à quelqu'un selon son statut au sein de la communauté. Oui. Et là aussi, c'était intéressant de voir, de comparer entre ce qui est fait ici et ce qui se passe chez les nomades tchadiens. Donc là, j'ai trouvé des différences. Par exemple, le cœur, souvent on le donne à une jeune fille qui n'est pas encore mariée, donc qui est en attente d'avoir le cœur pris par un homme, par un futur mari. Donc vous voyez, c'est très intéressant, hein, des petits détails comme ça qui nous ramènent à approfondir plusieurs choses. Oui, alors on peut pousser toujours, je me suis pris vraiment d'affection pour la partie sur la famille, et effectivement parce que il y a même, voilà, je crois, pas un chapitre, mais peut-être un point là-dessus, l'individu, son genre et les âges de sa vie. Évidemment, on a parlé de l'animal, c'est l'homme, la famille, l'homme et les animaux. L'individu, son genre et les âges de sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez, mais vraiment de façon détaillée, à ce niveau, par exemple, que chez les Peuls, des 0 à 2 ans, alors, vous suivez un peu vraiment le cheminement même de l'homme, hein, du Peul, en gros. Donc, de 0 à 2 ans, sa maman lui allait, hein. Donc, cette période-là, il est uniquement qu'avec sa maman, qui d'ailleurs, selon qu'on soit chez les sédentaires ou chez les nomades, va même arrêter des rapports sexuels, par exemple, avec son mari, parce que, dit-on, quand l'enfant est en train d'allaiter, qui va allaiter pendant 2 ans, donc évidemment, le fait d'entretenir des rapports sexuels avec son homme peut poser problème. Et généralement, ça dépend donc si chez les nomades au Fouta Djallon ou chez les sédentaires au Fouta Djallon ou chez les nomades en Tchad, ils vont la femme mariée va, pendant cette période-là, peut venir dans sa famille pour passer ce temps-là. Et une fois que le temps de sévrage est terminé, elle peut revenir encore après un autre enfant, effectivement. Et donc, ça c'est 2 euros à 2 ans. Alors, jusqu'à 5 ans, et selon que c'est un garçon ou une fille, va être auprès de sa maman toujours, et puis ainsi de suite. Et quand c'est les garçons, les chemins vont se séparer parce qu'effectivement, la place de l'homme et de la femme, selon les niveaux d'âge, est complètement différent. Exactement, ouais, vous avez bien résumé parce que c'est ça, en fait, il y a différents âges. Et même les enfants ont un statut spécifique, l'allaitement c'est bien, ouais, mais cette croyance, elle existe encore aujourd'hui, le fait que même si on sait scientifiquement parlant, il n'y a pas de lien entre le spermatozoïde par exemple et l'allaitement, donc scientifiquement parlant. Mais ce qui est intéressant en anthropologie, c'est d'étudier aussi les croyances ainsi que les irrationalités des croyances. Aujourd'hui encore, on pense qu'il y a un lien. Donc, du coup, pendant 2 ans, normalement, la femme n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec son époux. Et c'est vrai que vous l'avez bien cité, au Tchad, la fille part d'abord jusqu'au sévrage et revient pour ça. Et le petit garçon aussi, ça m'avait aussi très, très intéressé parce qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, il y a un détachement. Oui. Qui se fait entre la mère et son enfant à partir d'un certain âge. Souvent, il y a 5 ans, mais c'est 7 ans où
les choses se font parce que quand on constate, si je prends l'exemple de la circoncision, Oui. C'est l'âge aussi où on circoncie les jeunes garçons. Oui. On peut faire plus tôt, mais souvent c'est 7 ans, afin que le garçon rentre d'abord d'une part dans la communauté musulmane, mais aussi l'âge. C'est un rite de passage qui permet aussi d'intégrer le monde des hommes. Des adultes. Des adultes, oui. Exactement. Et ça, c'est très, très intéressant. La condition Peul, hier et aujourd'hui, étude comparative de communauté, Guinée-Tchad, de Yacine Kervela Mansaré sur notre plateau pour en parler. Mais très rapidement, on peut donner une idée de la structure. Voilà, je dis, on a donc l'introduction, nous on en a parlé suffisamment là, on a parlé des sources et puis ensuite il y a la première partie qui parle de temps et espace. Hein, temps du complexe au simple, vous dites, l'unité perdue, le mythe de la prédestination. Et puis c'est vrai, on n'en a pas parlé. Il y a ça, vous revenez beaucoup là-dessus dans l'ouvrage, c'est l'origine des Peuls. Déjà dans Veuvage féminin et sacrifice d'animaux chez les Peuls, de Fouta, vous en parlez un tout petit peu. La question de l'origine des Peuls, et là, en même temps, ça nous donne l'occasion, vous donnez, faites un travail extraordinaire, hein, bien sûr, sur ce qui relève de la légende, etc. Effectivement, tout ça mis, je veux dire, à la lumière des enquêtes. Et là, par exemple, sur ce cas-ci, sur ce point-ci, c'est le travail des enquêtes et les témoignages édifiants que vous avez eu, par exemple, au Tchad sur l'origine. C'est-à-dire que chacun, on part d'abord de nos parents, de nos grands-parents et de ce que ceux-ci ont pu dire sur l'origine, sans compter aussi qu'effectivement, vous nous donnez l'occasion dans l'ouvrage de voir aussi les études, c'est qu'on en dit, on parle de l'Égypte, et puis voilà, revient aussi, il y a... Non, l'origine, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'hypothèses, en fait, ouais. qui me semblaient les plus cohérentes. L'Égypte, c'est vrai que c'est en me basant des études d'Henri Lotte, qui, au Tassili, avait retrouvé une grotte où il y avait des représentations qui faisaient penser aux Peuls. Aux Peuls, oui. Donc, la description avec de la vache aussi qui est là. Oui. Et donc, sinon, oui, l'Égypte, pour l'instant, c'est ce qui tient le mieux. Mais aujourd'hui encore, on n'a pas, parce que nous, on travaille avec des preuves matérielles. Et on n'a pas de preuves matérielles pour dire concrètement, avec certitude, que les Peuls viendraient d'un tel endroit. Et ça, c'est ma grosse frustration, parce que dans tous mes ouvrages, je cherche. Et là, j'essaie de mettre des choses qui me semblent cohérentes, oui. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui ne tiennent pas la route, mais celle-là paraît être... tenir la route. Et puis, il y a tous les sujets aussi, bien entendu, pour les téléspectateurs qui souhaiteraient. Il y a toutes les questions aussi qui sont liées aux raisons du nomadisme et puis même de la sédentarisation et puis de tout ce qui a pu se passer dans ce moment de sédentarisation. Et évidemment, pour ce qui concerne le plateau du Fouta Djallon, par exemple, mais en même temps, votre ouvrage, et ça c'est vraiment frappant, pour le Tchad, par exemple, on voit que... Voilà, on se pose beaucoup de questions quand même sur les nomades du Tchad, notamment, on ne les a même pas cités, les Kanem et les Bagirmi. Alors, effectivement, on s'aperçoit des témoignages que c'est vraiment du nomadisme. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas vraiment attachés à un milieu. C'est vraiment, ils sont tributaires des mouvements, des saisons et tout, avec la vache. Oui, ils sont tout le temps transhumants. Ils font le tour du continent africain. Parce qu'en fait, c'est leur identité. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de soucis de la part de ces nomades-là, parce qu'ils n'ont pas envie qu'un jour ça s'arrête. Oui. C'est leur identité. Et donc, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'associations qui essayent de les accompagner. Donc,
de voir un peu, en fait, on ne sait pas trop quel est leur avenir. Bah oui, et surtout que ça pose tous les problèmes aussi transfrontaliers, et puis vous en parlez d'ailleurs dans l'ouvrage, hein, les soucis enfin, les difficultés que certains ont eues à cause des problèmes maintenant qu'on connaît, hein, le terrorisme entre autres. Alors, et puis, mais ça va très loin parce qu'effectivement, chez eux, la question d'origine aussi, il y a pas mal d'éléments que vous rapportez aussi, enfin, que votre étude rapporte aussi. Oui, alors le mythe d'origine, par exemple, si je prends en compte la vache primordiale, la Oui. Peul, alors dans leur mythe rapidement, les Wodabé, quand je les ai interrogés, m'ont dit qu'en fait, à l'origine, il y avait un Peul à côté d'un étang. Oui. Et donc, du coup, tout d'un coup, il y a une vache qui est sortie de l'étang et il y avait le Peul pour diriger, en fait, et parce que le Peul a ce statut d'être un bon pasteur. Et donc, du coup, c'est comme ça que certains expliquent l'origine, par exemple, de cette fameuse vache primordiale. Mais ils vont plus loin parce que lors de cette danse, ils représentent en fait les taches du pelage de la vache sur leur visage, parce que pour s'identifier encore plus à cette fameuse vache. Donc c'est très intéressant. Moi, ça m'a intéressé de voir comment les acteurs sociaux pouvaient parler de ces différents mythes en lien avec leurs origines. Complètement. Et ça va, vous avez dit que ça va plus loin, mais ça va aussi très loin par rapport à ces peuls donc, nomades pour leur attachement justement à cette identité qui est liée hein, au nomadisme. J'ai envie de parler, parce que votre ouvrage en parle, hein, c'est pas moi, mais j'ai envie de parler des scarifications et qui personnellement, qui m'a frappé. Et même et puis c'est vrai que c'est différent aussi selon les groupes. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui, les scarifications, par exemple, en Guinée, ici, on n'en a pas. Les Peuls ne sont pas scarifiés, tandis qu'au Tchad, les Wodabé, les Fellata aussi sont scarifiés. Oui. Alors moi, j'ai voulu savoir, en fait, c'est pas anodin ces scarifications parce que les nomades sont souvent victimes des Boko Haram qui parfois kidnappent leurs enfants et qui demandent en rançon plusieurs vaches pour laisser l'enfant. Alors moi, j'ai eu des informateurs qui me disaient que quand un enfant naît, à l'âge de 2 mois, voire 4 mois, on scarifie le nouveau-né en fonction du groupe auquel il appartient. Oui. Parce que rien qu'au Tchad, il y a, on peut dire des Peuls, mais il y a une centaine de sous-groupes. Il y a les Woy, les Woyla, les Fellata, enfin je peux citer les Bororo. Il y a beaucoup de sous-groupes et chaque sous-groupe, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis sous-groupe, ont leur propre scarification en lien avec leur appartenance. Et donc, pourquoi faire ça aux enfants? Des informateurs m'ont dit, c'est parce que si l'enfant revient, il suffit de voir le scarf pour savoir d'où il vient. Oui. Ça, c'est impressionnant. Donc, on le dit encore. La condition Peul, hier et aujourd'hui, étude comparative des communautés. Guinée, Tchad, donc de Yacine Kervela Yansané sur notre plateau. Alors, je ne cesserai pas de le rappeler. Et alors, donc, pour donner une idée toujours de la structure hein, à nos téléspectateurs, comme pour dire qu'on est loin même d'avoir effleuré l'ouvrage, bien entendu, par rapport à tout ce qui y a là-dedans. Donc, je disais que dans la deuxième partie, vous parlez de temps et espace, donc du temps d'abord, du complexe au simple, l'unité perdue, le mythe de la prédestination, la dissémination, ramification, la sédentarisation de longue date, justement. Un exemple frappant, c'est celui du Fouta Djallon, justement. Oui, parce qu'au Tchad, il y a les 4 catégories. Alors, c'est souvent les sédentaires, c'était des nomades au départ qui sont sédentarisés. Par exemple, c'est le cas des Fellata du Tchad.
et il y a des semi-sédentaires. Alors, c'est quoi les semi-sédentaires? C'est qu'au village, les femmes, les enfants, les personnes âgées restent au village. Les jeunes partent en transhumance pendant plusieurs mois. Oui. Ils gardent contact avec leurs familles qui sont restées au village grâce aux nouvelles technologies comme le téléphone, par exemple. Ça, c'est les semi-sédentaires. Oui. Alors, il y a aussi les nomades qui partent tout le temps et ils ne s'arrêtent que 3 semaines, le grand maximum. Oui. Parfois, il y a des semi-nomades où ils restent un peu dans un village, quelque temps, et après ils peuvent changer de village et aller à un autre, toujours dans l'idée de s'approcher à un endroit des verdures pour soulager quand même les troupeaux, parce que le Tchad, c'est le Sahel. Oui. L'eau là-bas, trouver de l'eau, c'est extrêmement compliqué, d'où le fait que chez les nomades, ils ne restent pas souvent. D'ailleurs, comment vous avez fait sur le terrain quand vous avez passé plusieurs mois au Tchad? Si on étudie une communauté, une population, c'est qu'on est vraiment, on se confond, on est avec, et même souvent, vous m'appreniez pendant un de nos entretiens téléphoniques que voilà, vous viviez comme eux. Et comment vous avez, parlez-nous un tout petit peu je veux dire, de cette expérience terrain. C'est mon terrain le plus difficile, pour être honnête. À cause d'abord de la chaleur, hein, parce qu'il y a 6 mois où on est on peut aller jusqu'à 35, les 6 autres mois un peu plus. Et oui, le travail d'anthropologue, c'est d'aller vivre avec les communautés. Moi, je suis partie les voir, toquer à leur porte avec mon sac à dos. Dedans, il y avait juste un carnet, un stylo, un appareil photo et un enregistreur. Et donc, j'avais pris aussi un peu de médicaments, donc au cas où, d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, et je dormais par terre avec eux. Chez les nomades, on mettait juste une natte, et puis j'étais avec les enfants. Ce qui m'effrayait en fait, c'est que leurs troupeaux nous entouraient. Et donc moi, je n'avais qu'une angoisse, c'est qu'une vache me marche sur la tête. Et donc du coup, ça a été quand même, je ne dormais pas bien. Et puis on marchait aussi ensemble. Donc je me suis vraiment impliquée. J'ai perdu du poids parce que l'alimentation quand même, c'est beaucoup de lait. Dès qu'on a faim, il faut aller traire une vache et boire. Et moi, j'étais pas accoutumée à ça, à ce mode de vie. Mais c'est tout ça aussi qui est intéressant. Moi, c'est important pour moi. Je dis aussi à mes étudiants, si vous allez sur le terrain, vivez comme vos informateurs, c'est-à-dire adaptez-vous à leur mode de vie. Très rapidement, hein, question de curiosité. Vous pensez que ça change quelque chose si, par exemple, vous étiez resté dans un hôtel et que vous veniez les voir et puis retourner et de rester? Non, ça change complètement. Ça change quoi? Le quotidien, on ne peut pas tout observer comme ça. On ne peut pas s'impliquer. Moi, par exemple, dans un village, ils m'ont fait tester d'abord pendant 3 jours où j'étais à l'écart. Aucune femme ne voulait me parler. Oui. Donc déjà, si j'étais à l'hôtel, donc j'aurais perdu déjà l'observation de leur quotidien, parce que dans mon carnet, même si on m'avait mis de côté, parce que je suis Peul, hein, ils savent que je suis Peul, mais je suis aussi étrangère par rapport à eux. Oui. Parce que je viens d'ailleurs, et je viens surtout avec une posture d'universitaire qui vient pour des recherches. Donc j'étais à l'écart, mais ça m'a permis d'observer leur quotidien. Le matin, qu'est-ce qu'une femme doit faire au lever jusqu'au soir, et c'est vraiment très intense. Hein. Moi, j'étais impressionnée par toutes les tâches de ces femmes-là, par exemple. Cet ouvrage-là, ce travail que vous avez fait, qui a été long, déjà la thèse et puis ensuite travail de rédaction pour que nous on puisse avoir accès pour lire. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans ce travail-là? Oui, frappé, le terrain a été compliqué comme je l'ai dit, et c'était long aussi parce qu'en fait je voulais vraiment grandir avec cet ouvrage-là. Parce que c'est une thèse, une fois qu'on a soutenu, on a des remarques par exemple des membres du jury. J'avais déjà commencé moi à publier avant ça, mais c'était long, je vous avoue, parce que
C'était long, mais je pense que j'ai gagné de maturité avec cet ouvrage, puisque je me suis même permis d'employer la première personne singulier, le je, parce que je revendique en fait cet ouvrage. Alors en tant que Peul, j'ai surtout appris plein de choses et appris de mon identité en fait en tant que Peul sur le terrain. Parce que les choses que j'avais vues ici, j'en ai vu d'autres au Tchad par exemple. Je pense que là, ça m'a permis de comprendre encore un peu plus, même si ce n'est pas fini, hein, je vais encore apprendre pendant plusieurs années, puisque je continuerai à travailler sur cette population-là, puisqu'il y a tellement de choses à voir encore. Hein. Donc, Mesdames et messieurs, à présent, on va passer à la deuxième rubrique. Il s'agit du marque-page. Nous sommes page 19. Les publications. Il s'agit des sources, bien sûr. En 1977, Christine Sédou publiait une bibliographie générale du monde Peul, comprenant un nombre important de titres. 2068, rangés en plusieurs rubriques. Depuis, sans doute, pourrait-on en doubler le volume. Pour ce qui concerne les pays que j'ai choisis, une disparité des recherches se remarque. Si le Fouta Diallo retient surtout l'attention de Roger Bott, après Marguerite Dupire, et réclame la connaissance d'ouvrages anciens comme ceux de Gaspard Théodore Molien, René Gaillier, Jean Bayol, Ernest Noirot, Paul Guébard, Paul Marty, 1921, Louis Toxier, dont on parlait tout à l'heure, 1937, et Gilles Vieillard, 1939, sans que cette liste soit exhaustive. Il ne constitue pas un foyer d'investigation aussi dense que l'Anda-Moua, ça c'est du côté du Tchad, s'étendant du Cameroun au sud Niger plutôt, par exemple, ou que le Fouta Toro du Sénégal. De même, le Tchad est assez marginalisé, indépendamment des recherches pluridisciplinaires menées autour du Tchad éponyme, du lac éponyme plutôt, et qui ont suscité des ouvrages collectifs à l'université de l'ORSTOM, Office de la recherche scientifique et technique Outre-mer, puis de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, dont en 1999, l'homme et l'animal dans le bassin du lac Tchad. Yacine Kervela Yansane, bonjour. bonjour. Dites-nous, s'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? C'est un ouvrage global, je dirais, qui aborde tout le quotidien, enfin plusieurs éléments du quotidien Peul. Alors il y a différentes thématiques qui sont abordées, allant des enquêtes ethnographiques par exemple, de l'organisation sociale des Peuls, de la famille, du mariage, de l'islam, des aspects politiques, etc. Il est vraiment complet cet ouvrage-là par rapport aux autres qui étaient plutôt ciblés sur des axes très spécifiques. Bonjour Yacine. Bonjour. Vous parlez de la présence du téléphone portable et aussi de Internet. Dites-nous, ces aspects un peu technologiques, quels sont les impacts que ça peut avoir sur la tradition Peul aujourd'hui? Les téléphones, si je prends l'exemple des téléphones, c'est quelque chose, un outil maintenant qui est devenu indispensable pour les Peuls nomades qui sont tout le temps en transhumance, parce qu'ils laissent leur famille derrière eux et c'est le seul outil qui permet de garder le lien avec la famille. Je pense que je ne vois pas trop l'impact sur le pastoralisme, ça n'a aucun rapport avec la façon dont on peut élever son troupeau, si j'ose dire. Et pour Internet, je pense qu'il y a plus, en fait, l'inconvénient c'est que dans certains sites, pas tous, les jeunes Peuls de là-bas cherchent
plus l'uniformisation du monde Peul, sans pour autant connaître parfaitement le terrain et surtout les rituels actuels sur le terrain, selon qu'on soit en Guinée ou au Tchad ou dans d'autres pays où vivent les Peuls. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir immense pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre pour ce numéro avec à nos côtés. Et donc Yacine, autour de son ouvrage La condition Peul, hier et aujourd'hui, étude comparative des communautés Guinée-Tchad. Yacine, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette émission. À la prochaine pour un autre numéro avec un autre auteur, bien sûr. Au revoir.